La Révolution mexicaine est un pan de l'histoire souvent méconnu, éclipsé en Europe par les événements qui mèneront à la Première Guerre mondiale. Et pourtant, sans même le savoir, vous en connaissez peut-être déjà l'une de ces voix. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Le discours que vous venez d'entendre est attribué à Emiliano Zapata, l'une des figures les plus emblématiques de cette révolution. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, c'est qu'elle semble encore étrangement actuelle. Au cœur des affrontements se trouvent des questions qui évoquent la concentration des richesses, la propriété des terres, les choix économiques des élites et leurs conséquences sur la stabilité politique et sociale. Aujourd'hui, je vous propose donc de remonter de plus d'un siècle en arrière pour comprendre pourquoi des millions de Mexicains ont pris les armes et pourquoi l'héritage de leur combat est encore revendiqué dans certaines régions du Mexique. Dans cette vidéo, j'utilise bien évidemment des musiques dont je n'ai pas les droits. Par conséquent, cette vidéo est démonétisée, mais elle m'a demandé beaucoup de travail. C'est peut-être par ailleurs la vidéo qui m'a demandé le plus de recherche. Vous allez voir, la révolution mexicaine ne manque pas de rebondissements. Alors si vous voulez et pouvez soutenir mon travail, j'ai tout récemment ouvert une page Tipeee. J'en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Mais d'abord, un peu de contexte. Le Mexique a une histoire très complexe et parsemée de conflits. D'abord une terre coloniale espagnole, durant plus de 3 siècles. Son indépendance se forme à l'aide de la révolte, motivée par l'invasion française de l'Espagne par Napoléon Ier, et qui place, à la tête du royaume ibérique, son frère, Joseph Bonaparte. Une première révolte, mais qui sera défaite par les partisans bonapartistes. Mais l'idée est lancée dans le Mexique, et de 1815 à 1821, on observe des luttes indépendantistes, des mouvements de guérilla un peu partout dans le pays. Du côté espagnol, en 1820, la révolution libérale est relancée, et un gouvernement libéral prend la tête du pays. Cette révolution inquiète une partie des élites conservatrices de la Nouvelle-Espagne, le futur Mexique. Paradoxalement, certains commencent alors à préférer l'indépendance plutôt qu'un gouvernement libéral venu de Madrid. Et le 27 septembre 1821, l'armée indépendantiste prend le contrôle de Mexico. Et le lendemain, l'acte d'indépendance est signé. Ce qu'il faut bien retenir de cette petite contextualisation, c'est qu'à ce moment-là, le Mexique obtient l'indépendance et des droits pour les créoles et indigènes. Mais on ne bouscule pas l'ordre établi des royalistes ou des élites locales. C'est même le contraire. Sur la fin, ces élites rallient la révolution, voyant leurs intérêts dans celle-ci. S'ensuivra plusieurs guerres, notamment contre l'Espagne, les États-Unis et même la France. Et en 1871, Porfirio Díaz, héros de la guerre contre le Second Empire français, hérite d'un pays exsangue, qui depuis 1810 n'a connu presque que des périodes d'instabilité, et a perdu près de la moitié de son territoire. Mais Díaz va gouverner d'une main de fer, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce, pendant plus de 30 ans. Et officiellement, il est réélu à chaque mandat. Pour vous dire, en 1910, lors des élections, Díaz fait face à Francisco Madero. Mais là, manque de peau pour Madero, il se fait emprisonner, et ça quand même, c'est pas de chance, parce que Madero, il est plutôt apprécié. Et on espère enfin un changement dans la politique mexicaine avec lui. Et puis arrivent les élections, et Díaz gagne. Madero, lui, ne recueille que quelques centaines de voix à travers tout le pays. Non là franchement, si vous trouvez que Díaz est un dictateur, vous comprenez pas la politique je pense, non c'est pas pour vous, laisser tomber. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour redresser son pays, Díaz va mettre en place une politique qui permet aux étrangers d'investir et donc de posséder le sous-sol. Non, vous allez voir, ça a son importance. Bon, j'arrête un peu le ton humoristique, parce que Díaz réussit tout de même à stabiliser et moderniser son pays durant ce laps de temps, mais au prix d'inégalités fulgurantes. Mais en plus de ça, vous allez le voir, une telle politique ne peut être positive sur le long terme. Suite à cette réélection de Porfirio Díaz, Madero appelle le 20 novembre 1910 à une insurrection. Et cet appel va plus que bien fonctionner. Mais alors pourquoi que maintenant, me direz-vous ? Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, Díaz, même s'il est clairement pas ami avec la morale, a en réalité un bilan plutôt positif.
La privatisation des terres a pour objectif de relancer la production mexicaine grâce aux investissements étrangers. Et ce n'est pas une mauvaise idée à la base, puisque c'est un succès de ce point de vue. Pour la première fois, le Mexique présente un budget excédentaire en 1894. Mais le modèle, à l'origine pensé pour la petite et moyenne propriété agricole, se retrouve gangréné par une concentration extrême de la propriété, la détournant de son but originel. 11 000 propriétaires contrôlent alors 57% du territoire national, tandis que 95% des habitants ne possèdent aucune terre. Alors, l'économie est relancée, mais la population agraire n'en voit pas la couleur, et le Mexique est en énorme majorité composé de paysans. Alors, on pourrait croire comme ça, que Díaz est soutenu par les élites, mais pas vraiment. Une partie de la bourgeoisie, inspirée par le libéralisme dans d'autres pays, promulgue la révolution dans plusieurs journaux, et propose un parti libéral mexicain. Madero vient justement d'une des familles les plus puissantes du pays, et est un fervent défenseur de la non-réélection. Il écrit même un livre sur le sujet. Il fonde aussi le parti anti-réélectionniste. Et c'est ainsi qu'il devient candidat à la présidence en 1909. Suite à cette élection, Madero est relâché sous surveillance, mais il s'enfuira à San Antonio, au Texas. Là-bas, il a beaucoup de partisans. Avec eux, il élabore un plan pour renverser le gouvernement et fixe la date de l'insurrection au 20 novembre. Madero proclame la nullité des élections et sa présidence provisoire. De plus, il communique un programme dans lequel, parmi plusieurs mesures, il reconnaît que certaines communautés ont été privées de toutes leurs terres. Et cela laisse penser qu'il s'occupera de ce problème primordial de la propriété qu'a créé Díaz et son gouvernement. La révolution commence donc doucement, d'abord active dans le nord du Mexique, avec les partisans de Madero. Le 13 novembre, des madéristes connus sont arrêtés et interrogés à Mexico. 5 jours plus tard, la police encercle la maison d'Aquiles à la Triste, à Puebla, fervent défenseur de Madero et d'une politique libérale. La maison d'Aquiles est remplie d'armes et de munitions. Ses amis et lui seront tués en tentant de résister. Il était une grande figure et sa mort stoppe un temps les révoltes en ville. Mais en campagne, le mouvement prend de l'ampleur. Le 20 novembre, l'État du Chihuahua, dominé par un grand propriétaire terrien Luis Terrazas, et son gendre Pascual Orozco, prennent les armes avec un groupe de mineurs. Les révolutionnaires commencent à recruter en masse, jusqu'à même prendre des bandits dans leurs rangs. Francisco Villa, voleur de bétail et chef de bandits recherché, se joint à la révolution, avec la promesse d'être amnistié à la fin de la guerre. Mais Francisco éclipse rapidement le commandement des troupes madéristes par ses faits d'armes et son habitude à diriger des troupes. Le 14 février 1911, Madero retourne au Mexique et son retour suscite l'émergence de nouveaux groupes révolutionnaires dans d'autres régions du pays. Mais pour Madero, cette révolution n'est pas unie. Elle a plusieurs visages et chefs militaires, et tous ne lui portent pas allégeance. Une partie des révolutionnaires, les partisans des frères Magón, refusent de reconnaître son autorité. Orozco, devenu une figure importante, reste réticent à l'idée d'une guerre entre révolutionnaires. Mais pour Francisco Villa, qui a l'air dans son élément, embrasse pleinement la cause, et va même à l'aide d'une ruse, désarmer cette branche non madériste de la Révolution. En signe de reconnaissance, il devient major de l'armée révolutionnaire. Mais par prudence, Madero nomme aussi Orozco colonel. La Révolution se porte jusqu'à Ciudad Juárez, petite ville frontalière à quelques mètres de la ville américaine d'El Paso. Un assaut pouvant entraîner une intervention des États-Unis, Madero conclut un cessez-le-feu avec le général Navarro qui commande la garnison. Les négociations avec Díaz commencent, mais ne portent pas leurs fruits. De plus, Orozco et Villa estiment que Madero est trop conciliant. Tous deux irrités par les hésitations de leur commandant, ils ordonnent l'assaut général sans l'accord de Madero. Cette révolte est purement symbolique, puisque Díaz ne voulait pas ordonner des renforts, de peur que les États-Unis, qui avaient jusque-là protégé Madero, prennent part au conflit. Mais cette victoire montre bien le faible contrôle que possède Madero sur les événements. Tandis que les soulèvements se multiplient dans le pays, le 21 mai, un accord est signé entre les madéristes et les fédéraux dans l'hôtel des douanes de Ciudad Juárez. Cet accord, qui est un compromis, met fin au combat, prévoit la démission de Porfirio Díaz et la constitution d'un gouvernement provisoire. Tant les porfiristes que les classes moyennes qui soutiennent Madero redoutent de voir la révolution échapper à tout contrôle. Madero lui-même est plus soucieux de voir rétablir le pouvoir par un transfert légal que par la révolte,
car ils ne pensent pas satisfaire leurs revendications économiques. L'accord laisse intacte l'armée fédérale, tandis que les troupes révolutionnaires doivent être licenciées. Madero mécontente ainsi bon nombre de ses partisans, tout en devenant dépendant de l'armée fédérale pour maintenir l'ordre. On observe des manifestations et émeutes dans de nombreuses grandes villes. Et la gestion de cette crise semble impossible pour Diaz, qui se bat plus uniquement contre les révolutionnaires, mais aussi contre son peuple. Le 24 mai, à Mexico, une foule converge vers le palais national. Mais l'armée les fauche littéralement à la mitrailleuse, faisant 250 morts. Le 25 mai, Diaz sentant le vent tourner, démissionne et signe le traité de Ciudad Juárez de Madero. Francisco León est nommé président intérimaire le 27 mai. Porfirio Diaz, lui, quitte le pays et embarque à Veracruz pour le Havre. Madero, de retour à Mexico, est acclamé lors d'une marche triomphale. Il décide alors de dissoudre son parti anti-réélectionniste pour former le Parti constitutionnel progressiste. Le 6 novembre, il est élu, avec 90% des voix. Et tout est bien qui finit bien, non ? Mais nom de Dieu, de quoi tu parles avec ta révolution et ta confusion ? Non, vraiment pas en fait. Dès son ascension à la présidence, il fait face à de nombreuses menaces. Il réprime un soulèvement d'anarchistes en Basse-Californie. Les révolutionnaires des frères Magón, qui étaient déjà présents durant la révolution, prennent le contrôle de Tijuana. Et de plus, certains partisans du régime porforiste ne sont pas désarmés. Dans le port de Veracruz, le neveu de Porfirio, Félix Diaz, parvient à soulever le 21e bataillon contre le gouvernement. Mais Madero envoie contre lui des troupes. Et après négociation, il n'y aura finalement pas de combat. Félix Diaz est condamné à mort, mais Madero s'interpose et le fait emprisonner. Et ce n'est pas fini, car la menace principale pour Madero vient de ses anciens partisans. Zapata, qui s'est soulevé en pensant que Madero redistribuerait les terres au peuple, exprime son mécontentement vis-à-vis du licenciement sans indemnité des troupes révolutionnaires. Et en plus de ça, il dénonce la lenteur du gouvernement à rendre leurs terres aux paysans. Les partisans de Zapata se soulèveront de nouveau pour réclamer ce que Madero leur doit. Mais Madero enverra l'armée contre son ancien camarade. Le commandant Huerta mènera alors une véritable guerre de dévastation, mais ne parviendra pas à capturer Zapata. Puis c'est au tour d'Orozco et ses partisans de se rebeller. Orozco lui aussi trouve que Madero ne remplit pas ses exigences sur la victoire. La première armée de Madero subira une défaite cuisante contre les partisans d'Orozco. Mais une deuxième armée menée encore une fois par le général Huerta sera envoyée, et cette fois-ci écrasera la révolte. En clair, Madero est assis sur une poudrière, et il avait tout intérêt à être très bon dès ses premières réformes pour fédérer le peuple, ce qu'il n'a pas su faire. Madero est considéré comme un idéaliste, et en ne voulant pas être trop sévère avec les porfiristes, il espérait calmer les esprits. Mais il a obtenu tout le contraire. De plus, son refus permanent d'écouter les revendications de son armée révolutionnaire montre deux choses. La révolution ne lui appartenait pas réellement, et elle revendique des choses que lui-même ne promulguait pas dans son programme. Mais comme vous avez vu, Madero se repose beaucoup sur l'armée fédérale pour régler les conflits. Et le général Huerta, si efficace contre les révoltes précédentes, déclenche un coup d'État. Il arrête le président dans le palais national, le fait assassiner, lui et son vice-président par balle. Quelques jours plus tôt, le frère de Madero, Gustavo, avait été lui aussi assassiné de façon particulièrement cruelle. Un coup d'État froidement calculé, puisque plus personne ne fait figure dans le mouvement madériste. Après une présidence de 16 mois, la fin tragique de Madero laisse place au régime autoritaire de Victoriano Huerta. Et toi là-haut, t'es sûr que c'est ça, Mesa Verde ? Et là, c'est le début de l'éclatement total du conflit. Si vous trouviez que la révolution était divisée jusque-là, mais alors accrochez-vous, ce n'était que le début.
Huerta, avec sa prise de pouvoir le 18 février 1913, a bien fait attention à supprimer toute figure qui pouvait possiblement rassembler derrière lui la révolution. Et cela va avoir pour effet de diviser la révolution en 3 branches. La première opposition viendra de Venustiano Carranza, ancien sénateur porfiriste. Carranza, habitué à la politique, ne réussit pas de lui-même militairement. Il est bientôt obligé de quitter Coahuila et de gagner l'État de Sonora, où il établit un gouvernement. Il y fait alliance avec Álvaro Obregón, qui se révèle être un brillant stratège doublé d'un politicien froid et dissimulateur. À la tête de 6000 hommes, dont 2000 yaquis, il mène la vie dure aux troupes fédérales dans la région. À la fin de l'hiver 1913-14, il contrôle la plus grande partie de l'État de Sonora. La deuxième branche vient de Francisco Villa, qui était exilé au Texas. Bon, je vous ai dit que c'était un personnage particulier ? Pour faire simple, sous Madero, il est condamné pour insubordinité par Huerta, car il n'obéissait pas aux ordres et fuit cette condamnation en volant des chevaux. Par la suite, il est condamné à mort par Huerta, mais Madero rabaisse la peine à de la prison. Villa ne sera pourtant pas rattrapé et fuit au Texas. Mais lorsqu'il apprend la mort de Madero, il rentre au Mexique. Il forme un grand groupe de guerrilleros et d'anciens fédéraux, et cette nouvelle armée est très bien équipée. Il s'empare d'une mine d'argent, ce qui lui permet de frapper de la monnaie et attirer des hommes. Il prend le contrôle de la ville de Torreón, un grand nœud ferroviaire, qui lui permettra de se déplacer rapidement dans le nord du pays. Il s'empare également de Ciudad Juárez. Et Huerta, qui maintenant le prend au sérieux, envoie contre lui une armée de 12 000 soldats. Mais la bataille se soldera par une défaite. 6 000 soldats fédéraux tomberont, une hécatombe. Après cela, Francisco Villa est maintenant maître de tout l'État du Chihuahua. Il sera même désigné comme gouverneur officiel par les constitutionnalistes. Et la troisième branche révolutionnaire est dirigée par Emiliano Zapata. Lui se battait déjà pour les droits des terres communales, et l'État ne lui a toujours pas donné de raison d'arrêter son combat. Il le réaffirme dans 2 communiqués qui promulguent ses convictions et son combat. Zapata se bat dans le Morelos, où il fait exécuter les émissaires que lui envoie Huerta. Ce dernier envoie alors une armée de répression dans la région, qui sème la terreur dans les villages, en incorporant de force les hommes en âge de porter des armes. Le seul résultat est d'insurger le peuple contre l'État fédéral et grossir les rangs de Zapata. Mais l'armée fédérale réussit à prendre d'assaut Huautla, quartier général zapatiste. Mais les zapatistes continuent la révolution dans la région voisine et s'emparent de Chilpancingo, la capitale de l'État de Guerrero. Mais l'armée américaine va aussi mettre son petit grain de sel. Suite à un incident diplomatique, les États-Unis vont intervenir à Veracruz, grande ville portuaire. L'armée américaine bloque tout le port après de brefs combats et empêche toute cargaison d'armement venant récemment de Russie. Parce qu'avant cela, les États-Unis étaient le principal fournisseur en armes de l'État mexicain. Mais ne faisant plus confiance aux nouveaux dirigeants, le commerce d'armes à feu est stoppé. Huerta est acculé de toutes parts, et son territoire est de plus en plus grignoté par les révolutionnaires, à tel point que des conflits internes apparaissent pour savoir qui prendra Mexico en premier. Et on observe déjà, entre révolutionnaires, des rivalités fortes, notamment entre Carranza et Villa. Alors, ton pays, tu t'assieds dessus. C'est pas mon pays. Tu sais qui c'est mon pays? C'est moi et ma famille. Ouais, d'accord, mais ton pays, c'est aussi Huerta. Les propriétaires terriens et le gouverneur. Gunther Eza et ses sauterelles. Tu sais, la révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution? La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate. C'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde! Je sais très bien de quoi je parle, ces putains de révolution, j'ai grandi dedans. Le 15 juillet 1914, Huerta ne tient plus et abandonne la présidence avant que la révolution s'empare de Mexico. Carvajal assure alors la présidence par intérim et négocie avec Villa et Zapata pour leur donner le pouvoir sous condition. Aucun n'accepte. De plus, Zapata avance jusqu'au faubourg de Mexico. Le 12 août, Carvajal, sentant que la voie diplomatique ne fonctionnera pas, fuit le Mexique.
Le dictateur est parti, pourtant l'ambiance est plus qu'explosive, et les révolutionnaires de Carranza vont prendre l'initiative. Ils arrivent à négocier avec le gouverneur de Mexico la reddition de la ville, à condition de ne pas laisser les troupes zapatistes passer. Déjà leader de la révolution, Carranza est maintenant le dominant politique. Mais il est loin, mais alors très loin, de diriger le pays. Le 1er octobre 1914, Venustiano Carranza convoque alors les principales factions révolutionnaires, afin de tenter de préserver l'unité du mouvement. C'est la convention d'Aguascalientes. Cette convention finit par désigner un président provisoire, Eulalio Gutiérrez. Dans un premier temps, les principaux chefs révolutionnaires reconnaissent cette décision. Mais très vite, cette unité se fissure. Les divergences politiques entre les différents camps sont profondes, et le président n'a pas de réel pouvoir pour imposer ses décisions. Carranza, qui refuse de reconnaître la Convention comme autorité suprême, rejette ce gouvernement, et maintient son propre camp militaire. Carranza, qui lui n'a pas eu la proposition du président intérimaire, semble qu'il aurait accepté tout de suite le deal sans se soucier de ce qu'il attendait. Car, naturellement, Villa et Zapata créeront une alliance éphémère et forceront les forces carrantistes à se retirer de Mexico. Leur marche sur la capitale est un des événements les plus célèbres de la Révolution. Mais les troupes de Zapata sont trop mal équipées, et Villa, qui lui au contraire a accès à de l'armement en grande quantité, rechigne à armer son allié. Mais Obregón, fin tacticien militaire, va réussir à reprendre du territoire à l'Alliance révolutionnaire, et s'ensuit une guerre fratricide des plus sanglantes du Mexique. Après plusieurs victoires de Carranza sur l'Alliance révolutionnaire, il impose sa présidence durant 3 ans, qui se passeront dans une période de guérilla permanente, mais en sa faveur tout de même. En 1920, date des élections, Carranza propose un successeur, ce qui ne plaît pas du tout à Obregón, qui se rebelle à son tour contre Carranza. Ah, je vous ai prévenu, c'est du costaud. Mais on arrive maintenant à une stabilisation. Villa est lui progressivement abandonné par ses lieutenants, après plusieurs tentatives, qui se soldent de nouveau par des défaites. Il se replie vers l'état du Chihuahua, et une fois arrivé, comprend que son armée ne le suivra plus. Alors, il laisse tous ceux qu'il souhaite libres de partir, et lui continuera la guérilla dans les montagnes, en pillant notamment des villes américaines, et il finira assassiné en 1923. Emiliano Zapata, lui de son côté, se tient à l'écart des combats sans merci entre Carranza et Villa. Après la prise de Mexico, il considère contrôler l'état du Morelos et entreprend d'y mettre en œuvre ses revendications. Il restitue les terres aux communautés et il fait valoir les titres de propriété collective datant de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne. Il réorganise des terres avec le conseil des villageois qu'il soutiennent. Mais avec les défaites de Villa, Obregón peut s'occuper de Zapata. Il enverra son armée au Morelos. Les partisans de Zapata, mal équipés, ne seront pas de taille. Le 2 mai 1916, l'armée occupe Cuernavaca, puis occupe le reste de l'État. Cette occupation s'accompagne d'atrocités, la population étant contre les agissements de l'armée. À Tlatizapán sera fait fusiller 286 personnes, dont 112 femmes et 42 enfants. Plus tard, en 1919, Zapata tombera dans un piège, sombrement exécuté, et sera tué, trahi par des hommes de Carranza, se faisant passer pour ses partisans. Pour ce faire, ils seront allés jusqu'à tuer plus de 50 hommes de l'armée fédérale pour paraître crédibles aux yeux de Zapata. Obregón, maintenant au pouvoir, créera par la suite en 1929 le Parti national révolutionnaire, qui regroupe soi-disant les anciens révolutionnaires. Notons quand même que Villa et Zapata sont assassinés et qu'Obregón se battait à la base pour Carranza, un porfiriste devenu libéral. Ce parti utilise le nom de révolutionnaire pour s'approprier une légitimité aux yeux des partisans. Puis, si on est encore dubitatif sur ce nouveau parti, sachez qu'il va diriger le Mexique pendant près de 71 ans sans interruption. Non, là je vois aucun rapport avec une présidence précédente. À 2 doigts de dire que ce parti est autant révolutionnaire que les nazis sont des socialistes. Plus sérieusement, le système post-révolutionnaire mexicain n'est quand même pas un retour au porfiriat, mais une reconstitution de l'État avec des méthodes autoritaires héritées du porfiriat et des compromis issus de la révolution. Bon, et le rapport avec Manu Chao dans tout ça ? Bon, si vous êtes encore là, c'est que cette accroche au début était vraiment convaincante, hein, ou alors j'ai pas été trop nul jusque-là. Bon, de toute façon, moi je suis démonétisé, hein, alors j'ai aucun intérêt à vous faire rester pour rien. Hein. Mais ne vous en faites pas, Julien. Nosotros
Les agradecemos mucho que ustedes están aquí presentes. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia. Nous voici maintenant au Mexique des années 80. Et vous allez voir que tout ça fait sens. Le Mexique essaie alors de se relever des crises. Il subit une inflation et une instabilité financière grandissante. Son économie est peu compétitive à l'international, mais il devient alors un bon investissement pour les étrangers. Résultat, le gouvernement cherche à attirer des capitaux pour augmenter sa productivité. Et dans cette logique, l'État va commencer à rendre possible la privatisation des terres collectives, ejidos, qui ont été acquises avec la Révolution. Ces terres sont vues comme moins efficaces économiquement. Et pour ne pas non plus trop tirer sur l'État mexicain de l'époque, il faut comprendre que c'est une mouvance mondiale à partir des années 80-90. On observe un basculement global avec une ouverture des marchés et du libre-échange. Le Mexique s'inscrit dans ce mouvement avec l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Du point de vue du gouvernement, il y avait une question réelle de modernisation agricole. Les terres sont souvent fragmentées et organisées en petites parcelles. Alors, en 1992, une nouvelle réforme voit le jour et part de ce constat. Le système actuel bloque certains investissements agricoles. On permet donc aux propriétaires de vendre leurs terres. Certains paysans propriétaires sont en difficulté financière et se mettent à vendre leurs parcelles. Cette transition est lente et ne se fait pas en une année, mais petit à petit, le peuple paysan est de moins en moins propriétaire de ses terres. Quel impact cela peut-il bien avoir sur leur vie ? Eh bien, très souvent, la vente de ces terres leur permet de migrer vers les États-Unis. Pour ceux qui restent, ils ouvrent des commerces pour survivre ou deviennent salariés saisonniers, parfois même sur leurs propres terres. Outre l'affront qui est fait aux acquis révolutionnaires, ce qui est déjà un point important, l'impact pour la population locale est déplorable. Pourtant, l'enrichissement de la région est réel, puisque les terres agricoles sont modernisées. Mais l'argent n'arrive pas dans leurs poches. Résultat, le pays gagne plus d'argent au global, mais la population agraire s'appauvrit et perd la stabilité que leur offraient leurs terres. Et je vous laisse deviner qui est le plus grand investisseur étranger au Mexique, qui se plaindra de cette même immigration 10 ans plus tard. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Et c'est dans ce contexte que l'EZLN, l'armée zapatiste de libération nationale, fait son apparition. C'est un mouvement qui est né de la pauvreté extrême dans les régions indigènes du Chiapas, à cause d'une représentation politique quasiment absente. Ce mouvement reprend Emiliano Zapata comme étendard, et affirme lutter non seulement pour la protection et la promotion des droits des populations indigènes, mais aussi pour toutes les minorités du pays. De plus, le Chiapas, qui est donc une région pauvre, est particulièrement touché par le rachat des terres acquises par la Révolution. La population vend ses terres pour payer des soins ou essayer de relancer leur vie aux États-Unis. Le problème, c'est que ces ventes rendent le peuple sur le long terme plus pauvre encore qu'il ne l'était. La région est de plus très mal gérée par l'État, voire même presque abandonnée. Il y a peu de routes, d'écoles ou d'hôpitaux. De Maracaibo, en este mundo hay mucha confusión. Suenan los tambores de la rebelión. Le ZLN est un mouvement armé, mais aussi une idée d'entraide qui circule dans la région du Chiapas. Les communautés se structurent et commencent à développer ce que l'État ne finance pas chez eux. Des écoles sont ouvertes, dans lesquelles les professeurs sont payés en nourriture et services par les parents d'élèves. Des travaux sont organisés sur la base du volontariat pour améliorer les infrastructures. Et l'Église catholique, présente sur place, va même défendre cette initiative communautaire et la promouvoir.
Mais dans ce mouvement, il y a aussi une grande rancœur vis-à-vis du gouvernement. Alors en 1992, quand le gouvernement annonce la possibilité de mise en vente des ejidos, cela provoque une peur au sein de la population. Et comme je vous l'ai expliqué, le Chiapas va être particulièrement touché par cette réforme. Avec les idées révolutionnaires de la région, plus cette réforme, la gestion du gouvernement commence à être plus que douteuse. Pendant une grande partie du XXe siècle, le Mexique est dominé par le Parti révolutionnaire institutionnel. Même si des élections existaient, beaucoup d'opposants dénonçaient des fraudes électorales, un système très verrouillé et un faible accès au pouvoir pour les mouvements indépendants. Pour une partie des militants de l'EZLN, il n'existait pas de moyens réalistes d'obtenir des changements profonds par la voie institutionnelle. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient raison, mais c'était leur analyse, et c'est ce qui va provoquer les événements de 1994. L'actualité internationale, l'image de guerre au Mexique revendiquant la mémoire et le nom de Zapata. Des Indiens du sud du pays ont lancé une déclaration de guerre au gouvernement, une région où la tension était devenue de plus en plus forte ces derniers mois et les combats auraient déjà fait une centaine de victimes. Morad Aitabouche. Hier soir, après de violents affrontements, les militaires mexicains ont réussi à reprendre des mains des rebelles indiens la ville de San Cristobal de las Casas. Des rebelles qui occupent toujours ce soir 3 villes du pays. À San Cristobal, les guerrilleros ont laissé derrière eux des bâtiments dévastés, des magasins pillés et un tract sans ambiguïté, c'est la guerre. Guerre qu'ils ont déclarée contre le régime du président Salinas, à leurs yeux, le dictateur Salinas. Pour cette rébellion, 500 ou 600 Indiens ont repris l'héritage d'Emiliano Zapata, héros révolutionnaire et leader au début du siècle de révolte paysanne. Ces Indiens viennent tous de l'état de Chiapas, au sud-est de Mexico, l'un des états les plus pauvres du pays. Ce qu'ils réclament, des réformes agraires, ainsi que le départ du gouvernement actuel accusé de crimes contre la population indigène. Selon un bilan provisoire, les affrontements des 2 derniers jours entre l'armée zapatiste de libération nationale et l'armée gouvernementale auraient fait une centaine de morts. Depuis le début de ce soulèvement, le pouvoir mexicain s'est déclaré prêt au dialogue, une main tendue qui est pour le moment restée sans réponse. Le ZLN prend les armes et envahit la ville de San Cristobal de las Casas. Ils prennent d'assaut les bureaux du parquet de justice et l'hôtel de ville. Incroyablement, il n'y aura aucun mort dans cette attaque, et seulement un blessé, le policier judiciaire du parquet, qui se retrouvera quand même avec 5 balles dans la jambe. Durant cette rébellion, ce n'est pas seulement le ZLN qui se déplace. Les civils prennent part, pour certains, au chaos, et les boutiques de la ville sont pillées. Quelques heures plus tard, 2 pelotons de l'armée mexicaine entrent dans la ville et encerclent la place principale, de même que tous ses accès. Cette révolte sera suivie par des affrontements tout au long des 2 semaines suivantes, en obligeant l'armée zapatiste à se réfugier dans la jungle de Lacandona. Le gouvernement réagit à cette déclaration de guerre de l'EZLN par un conflit de basse intensité dans le Chiapas, qui ne portera ses fruits qu'à partir de 2003. Prueba de fuerza, ese mismo día tomaron los poblados de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo. Los días 3 y 4 de enero retuvieron como prisionero de guerra al general Absalón Castellanos, ex gobernador del estado de Chiapas, y atacaron los cuarteles militares en San Cristóbal de las Casas y Rancho Nuevo. El gobierno respondió a la ocupación de municipios por parte del EZLN con el envío de tropas federales. Aujourd'hui, le zapatisme existe encore au Mexique, et après négociation, dirige toujours des villes dans le Chiapas. Cette révolte n'a pas réussi à obtenir beaucoup de choses par les armes, mais leur message, à cette époque, a fait le tour du monde et réussi à motiver l'opinion publique au Mexique d'un changement politique. Alors, le Mexique aujourd'hui encore est teinté de cet esprit révolutionnaire qui résonne dans l'histoire du pays et de sa population au même titre que la France. Précisons aussi que tous ces mouvements révolutionnaires sont apparus car aucune démarche démocratique n'a été initiée du côté du pouvoir. Si l'État décide sciemment d'ignorer les revendications de sa population et d'agir en oppresseur, le peuple n'a alors qu'une seule voix pour s'exprimer. Les Mexicains font toujours face aujourd'hui au problème de grands propriétaires qui fixent le peuple paysan dans une pauvreté durable. Et je ne vous apprends certainement rien, mais ce problème de grands propriétaires se retrouve dans de nombreux pays en voie de développement, et n'est pas unique au Mexique. Ce phénomène n'est souvent pas assez combattu par l'État en place, qui se développe plus rapidement grâce aux infrastructures mises en place, ce qui en soi ne devrait pas être un problème.
Mais certains de ces investisseurs ont alors un moyen de pression sur l'État et sont bien souvent contre toute augmentation de salaire imposée, voire même dictent leurs propres conditions. Par ailleurs, ces investisseurs ne sont pas toujours étrangers, et on observe dans plusieurs pays une réelle autophagie menée par certaines oligarchies. Plus d'un siècle plus tard, les noms ont changé, les acteurs aussi, mais les questions demeurent. À qui appartient les terres ? Qui bénéficie du développement économique et jusqu'où une société est-elle prête à accepter les inégalités au nom de la croissance ? Vous le savez peut-être déjà, mais le contenu historique est particulièrement boudé par la monétisation de YouTube. Peut-être parce que vous êtes un public peu influençable et que les pubs ne vous font aucun effet, ou simplement c'est une volonté éditoriale de YouTube. Toujours est-il que le revenu publicitaire est littéralement risible. Et encore, quand on le touche, car beaucoup de mes vidéos sont démonétisées. C'est pour cela que je me lance sur Tipeee. Peut-être qu'avec vos dons, je pourrais me concentrer sur le développement de ma chaîne. Car ma chaîne n'est pas mon activité principale. J'ai une activité à côté et je fais ces vidéos sur mon temps libre, qui est donc variable. Grâce à vos dons, ma chaîne aura moins de temps mort et je pourrai sortir des vidéos bien plus souvent. Puis j'aimerais aussi à l'avenir faire des vidéos dans des musées ou des lieux historiques. Ces projets demandent du temps et par conséquent des fonds. Vous retrouverez plus d'informations sur la page Tipeee. Alors, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez et pouvez soutenir un petit vidéaste, je vous en serai grandement reconnaissant.